Stoller, en fait, est une États-Unienne. Elle s'attache à réfléchir à des terrains et des sociétés colonisées dans le passé. C'est un des premiers travaux qui m'ait été donné de lire qui rendent raison d'une vision intersectionnelle des rapports de pouvoir. C'est-à-dire comment le genre, la classe et la race peuvent être pensés d'une manière relationnelle et dynamique. Comment des hommes blancs capitalistes font venir, par exemple, des travailleurs blancs hommes, seulement des hommes, seulement des pauvres et surtout des célibataires pour maximiser ses profits dans l'industrie coloniale imposée aux Indonésiens et aux Indonésiennes. Comment, par exemple, à certains moments, ces capitalistes s'aperçoivent que ces hommes blancs prennent femme au pays, fabriquent des métis, font des alliances de classe et syndicales avec les travailleurs indonésiens et les travailleuses indonésiennes, et comment à ce moment-là, des femmes blanches sont importées d'Europe pour préserver la race, mais aussi pour préserver le capital. On a un bel exemple en fait d'intersectionnalité appliquée à une recherche. Ce qui est marquant avec Anne-Laura Stoller, c'est cette capacité à restituer, en fait, à rendre raison des dynamiques coloniales multiples qui articulent donc sexe, classe et race d'une manière souple et d'une manière flexible en fonction des intérêts des dominants. Vincent Romani, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'UQAM. Vous avez écrit un livre, Faire des sciences sociales en Palestine, où vous êtes un peu comporté comme un anthropologue ou un ethnologue. Vous êtes allé vivre chez les Palestiniens. C'est une méthode qui paraît aberrante aujourd'hui, mais qui est dans une normalité totale, en fait, en sens social. Cette normalité, c'est celle tout simplement d'aller voir et d'aller vivre avec les gens à propos desquels on entend dire quelque chose. C'est une méthode, en fait, qui me semble tellement banale qu'il me semble aberrant, en fait, qu'il me semble sidérant de faire autrement lorsqu'on prétend dire quelque chose d'un groupe social. Comment est-il possible en sens social, c'est-à-dire lorsqu'on prétend faire un discours scientifique sur une société, comment est-il possible d'en dire quelque chose sans aller y vivre, sans s'immerger dans son quotidien? Et ça, pour moi, c'est la banalité épistémologique qui devrait déterminer n'importe quel discours scientifique sur l'autre. C'est celui de vivre un minimum dans cette société d'une manière immergée, un minimum longue, avant de prétendre en dire quelque chose de scientifique. Et donc, vous êtes allé sur les lieux, vivre avec les gens, rapport de proximité. Et à un endroit dans votre livre, vous dites que pour survivre, et pour pouvoir continuer votre travail, il a fallu que vous en veniez à banaliser la violence qui existait autour de vous. Oui, elle a plusieurs dimensions, cette violence, mais il faut tout de suite décentrer en fait cette question, parce que la violence qui m'étreignait était la violence qui étreignait en fait toute la société palestinienne. Chaque individu, chaque personne palestinienne vit dans la même violence. Ce qui était intéressant de voir, c'est que dans cette violence vit une communauté de chercheuses et de chercheurs, une communauté universitaire. Et donc, moi, en travaillant, en faisant des recherches sur eux, j'incarnais la possibilité de faire des sciences sociales dans un terrain en guerre, puisqu'à ce moment-là, c'était le soulèvement palestinien à l'Aqsa, en fait, qui a eu lieu entre 2000 et 2005. En faisant cette recherche, j'incarnais la possibilité de faire des sciences sociales et j'endurais les mêmes contraintes et les mêmes possibilités et les mêmes émotions que les chercheuses et les chercheurs palestiniens, tous les universitaires palestiniens, qui vivaient ces mêmes contraintes et qui n'en faisaient pas moins science, qui ne prétendaient pas moins que moi faire science, faire œuvre scientifique sur ce terrain palestinien. Donc c'était intéressant, en fait, ne serait-ce que pour cela, de prétendre travailler dans ce contexte.
Mais la question que vous posez est aussi celle de la communauté de destin que pose la méthode de l'immersion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me pose dans un terrain en guerre, j'ai le privilège de m'en retirer n'importe quand c'est possible, quand les routes sont ouvertes, mais j'ai aussi une communauté de risques et de destin que je vis en fait et que j'expérimente de même que n'importe quel Palestinien ou Palestinien. Mais ça ressemblait à quoi cette violence qui vous entourait? Alors cette violence a plusieurs dimensions. Il y a la violence immédiate des confrontations armées, des bombardements israéliens par avion, par hélicoptère, des incursions par des colonnes armées, blindées, des invasions de domiciles, ou de la répression des manifestations palestiniennes, donc quelque chose entre un travail de police, d'intervention et d'une armée classique, en fait, en campagne. Donc tous ces épisodes, en fait, sont relativement ponctuels. Simplement, ce qui existe avec ces épisodes, donc tout le monde a été menacé, tout le monde a eu une invasion de domicile, tout le monde a attendu, vécu dans la terreur d'une bombe qui risque d'atterrir sur la maison ou d'un missile qui risque d'atterrir sur la maison ou le bâtiment d'à côté ou la voiture d'à côté. Donc c'est une situation, la martialité est épisodique, mais elle est aussi permanente dans le sens où personne ne maîtrise où passe la ligne de front et personne ne maîtrise quand elle passe. Quand le militaire, quand la violence pure arrive. Alors ça c'est la deuxième dimension de la violence. Au-delà de la ponctualité du front, il y a son indétermination. Et c'est ça qui pèse le plus. Et c'est ça qu'une immersion de longue durée permet de comprendre. C'est ce que fait au corps et aux émotions et aux individus et à leur cerveau et à leur groupe et à leurs normes une situation de violence de longue durée. Qu'est-ce que ça fait pour moi d'être dépossédé des moyens de savoir de quoi demain sera fait? Qu'est-ce que ça fait pour moi, ma société, ma famille, de savoir que demain je serai peut-être mort, demain un enfant sera blessé, en retournant de l'école ou en allant à l'université? Qu'est-ce que ça fait pour moi, pour ma société, pour ma famille, de savoir qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a pas de possibilité pour moi de maîtriser mon avenir. Alors là, la sociologie propose quand même des notions intéressantes qui ont été beaucoup mobilisées dans les études coloniales, postcoloniales, décoloniales, mais qui servent aussi dans la sociologie de la domination ou de la violence. Mais il y en a une qui m'a paru très pertinente, c'est la notion de remise de soi. C'est-à-dire dans quelle mesure un dispositif militaire, policier, colonial me prive de la maîtrise de mon devenir, de la maîtrise de mon temps, de la maîtrise de mon espace, et comment l'indétermination permanente pèse sur ma vie et mon existence. Comment je ne suis pas capable, en fait, demain, après-demain, de prévoir ce qui va m'arriver, de savoir même ce que je peux souhaiter pour moi, pour ma famille et pour ma société. Et vous êtes sociologue. Et un de vos prédécesseurs, Georg Simmel, nous avait dit le conflit a une fonction qui est de rassembler les gens autour d'une identité de groupe. Et vous écrivez dans votre livre que finalement, ça s'est opéré en Palestine. L'essentiel de la recherche en sciences sociales est nationaliste. Oui, je dirais avant de dire qu'elle est nationaliste, elle est avant tout nationale, prescrite par une oppression coloniale qui dit vous n'êtes pas légitime à habiter sur ce territoire. Et comment dit-on nous en politique? Ça, c'est une question centrale en sciences politiques ou en sociologie politique. Le nous en politique, pour paraphraser Simmel, si vous voulez citer Simmel, mais le nous en politique vient évidemment d'une oppression collective. Et à partir de là, les premières questions que se posent les sociologues, les politologues palestiniens, c'est évidemment la question de l'identité nationale. Qui sommes-nous? Donc voilà, c'est la question de départ des sciences sociales palestiniennes. C'est qui sommes-nous, puis comment avons-nous fait pour perdre? C'est une question classique des sciences sociales, l'histoire des sciences sociales turques, l'histoire de la science politique en France, Weber, tous ces auteurs-là se posent ces questions-là aussi. Au XIXe siècle, c'est comment fonder la nation allemande pour Weber, comment maintenir la cohésion sociale pour Durkheim, comment vaincre l'ennemi allemand après avoir subi une défaite aussi cuisante en 1870 pour l'école libre de sciences politiques.
en France, à Paris. Donc la question nationale, jusqu'à aujourd'hui, où la science politique états-unienne dit qu'elle est là pour défendre la nation états-unienne, cette question nationale, raciale, coloniale ou impérialiste irrigue, structure les sciences sociales dans leur histoire, y compris les sciences sociales à la prétention la plus neutre et la plus élevée. Et donc, il y a une grande banalité, en fait, dans les sciences sociales palestiniennes, à se poser la question de l'identité nationale. Donc, elles sont, je dirais, nationales avant d'être nationalistes, parce que les voies empruntées par l'énonciation de cette question nationale sont extrêmement diverses parmi les intellectuels, les chercheurs palestiniennes et palestiniens. Je vous écoute parler, et j'ai lu votre livre aussi, et on sent que vous êtes sympathique à la cause palestinienne. Pour vous, cette opposition entre deux types de sociologues, le sociologue neutre, scientifique, qui fait de la recherche descriptive, et un autre qui aurait un parti pour une cause, pour vous, c'est une mauvaise opposition? Beaucoup de chercheuses et chercheurs croient encore en cette opposition, mais un grand nombre d'autres chercheuses et chercheurs, à commencer par Bourdieu, mais Passeron et tant d'autres, en passant par même Marx, en fait, étaient conscients des propres déterminants. Simplement, ils les assumaient. Hein, la question, c'est d'assumer ses propres déterminations et ses propres contraintes et d'être honnête. Donc, d'une part, en être conscient et d'autre part, le dire. Mais on est quand même dans un contexte scientifique où le devoir premier du scientifique, s'il prétend à faire science, c'est aussi de ne pas faire de mal à la société sur laquelle il travaille, au groupe humain sur lequel il travaille, et de lui être loyal. Alors vous comprenez, si vous voulez, la contradiction ou la tension qui existe entre une prétention universaliste des sciences, à être neutre et au-dessus de la mêlée historique, et la réalité de leur insertion historique et nationale dans des contraintes impérialistes, dans une conflictualité géopolitique, raciale, qui fait, et de genre et de classe, hein, bien sûr, qui font que poser le problème en termes d'opposition entre neutralité et subjectivité est perdu d'avance pour les prétentieux pour la prétention à la neutralité. L'opposition entre la neutralité et la subjectivité est résolue, à commencer par les féministes, mais aussi d'autres chercheuses et chercheurs, comme Bourdieu, en disant « nous faisons de la recherche située ». Nous, les anthropologues états-uniens, disent « notre loyauté, c'est pour les gens sur lesquels on travaille, avant d'être une loyauté à la nation ». Une hypothèse que vous avez sans doute pu vérifier, quand une classe intellectuelle est complètement unanime autour de la nation et même du nationalisme, il peut y arriver un phénomène d'autocensure ou même de critique de la dissidence. Avez-vous vu cet effet? Oui, alors, mais comme dans toute société, il y a des sujets tabous qui donnent lieu à de la censure directe ou de l'autocensure. Au fond, est-ce que c'est possible pour un chercheur en sciences sociales palestinien d'être critique du nationalisme? Ce qui est impensable pour un Palestinien de critiquer, pour un chercheuse ou une chercheuse palestinienne de critiquer, c'est la question nationale. Mais cette question nationale est tellement évidente dans le quotidien vécu qu'elle n'est la plupart du temps pas énoncée. Et donc elle est tellement là, elle est tellement présente, elle imbibe tellement le présent de tout un chacun qu'elle n'est pas dite tellement elle est évidente, en fait. Mais ça, là, on parle de la question nationale. Les débats émergent et sont possibles à partir du moment où la question se pose de comment on aménage cette question nationale. Quelles sont les voies et moyens privilégiés que doit adopter notre nationalisme? En fait, il faut parler de nos nationalismes. Et alors là, donc, les débats émergent, ils ne sont pas censurés. En fait, ils sont même très prégnants, je veux dire parfois violents, en fait, entre groupes politiques, que ce soit sur les campus ou ailleurs, au moment des élections étudiantes qui ont encore lieu. Les groupes politiques de diverses partis politiques se revendiquant de diverses idéologies sont très présents, sont très mobilisés, et donc se pose la question non pas de remettre en cause la nation, mais se pose la question de quelles sont les voies et moyens à privilégier pour arriver à la survie nationale. Et donc là, une immense diversité de réponses sont apportées.
Pour revenir à votre question de la censure et de l'autocensure et de la contrainte propre, je n'ai été témoin que de 2 épisodes directs d'oppression intra-palestinienne. Le premier sujet concernait celui du retour des réfugiés palestiniens. Alors, les réfugiés palestiniens, c'est plus de 50% de l'ensemble des Palestiniens du monde. C'est une question nationale prioritaire. Ce sont les limites du collectif palestinien qui sont en jeu. C'est une question qui est existentielle puisqu'elle est à la naissance de la question palestinienne. Cette question-là, du retour des réfugiés, a été posée comme un incontournable, en fait, de l'identité nationale. Le droit au retour, bon, qui est un droit international reconnu. Hein. Les Palestiniens ne sont pas privés de normes juridiques internationales à leur défense, ils sont privés des moyens de leur application et donc d'une volonté de leur application. Et donc c'est cette question du retour des réfugiés qui a posé évidemment un certain nombre de problèmes à 1 ou 2 chercheurs palestiniens lorsqu'ils, en faisant des enquêtes dans des camps de réfugiés, se sont aperçus que 50 ans après, ce ne sont pas forcément une majorité de réfugiés qui veulent retourner dans leur localité d'origine située dans l'actuel État d'Israël. Donc ça a posé problème à des chercheuses et des chercheurs parce qu'ils brisaient un tabou. Mais on était aussi dans un cadre politique de négociation avec Israël où, évidemment, la question du droit au retour était une question centrale. C'est-à-dire que donnez-nous le droit au retour, que ce soit sous forme de compensation financière ou d'un retour effectif ou d'un retour symbolique. C'est-à-dire que voilà, la question du droit au retour pour les Palestiniennes et les Palestiniens est indiscutable. Ce qui est discutable, c'est les moyens de sa réalisation. Mais dans ce contexte, il est indicible d'imaginer que des réfugiés palestiniennes et palestiniens puissent... il était impensable de publiciser l'idée que des réfugiés palestiniennes et palestiniens n'entendent pas actionner ou n'entendent pas se saisir de leur droit au retour. Mais en fait, si tous revendiquent leur droit au retour, simplement, concrètement, il y en a peu qui souhaitent matériellement revenir dans leur localité d'origine qui a été détruite. Hein, il y a plusieurs centaines de villages palestiniens qui ont été détruits par Israël depuis 1947. Je vous pose une question sur un autre volet de votre livre. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de programme de doctorat en sciences sociales en Palestine, et donc ça forçait les étudiants du 3e cycle à s'internationaliser. Et donc, quel effet ça a sur les recherches en sciences sociales en Palestine, le fait qu'on est toujours à aller dans un autre pays pour aller faire un doctorat? Donc, il y a un correctif, tout d'abord, ou une mise à jour de cette information concernant l'internationalisation obligatoire des carrières universitaires au niveau du 3e cycle et du doctorat. Parce que depuis, donc d'autres universités ont été créées, ont été fondées depuis 2005 où j'ai fini mon enquête principale. D'autres universités ont été créées, des programmes doctoraux ont émergé. Ce qui fait qu'il faut vraiment parler en termes de génération. Les premiers Palestiniens et Palestiniennes qui sont venus enseigner les sciences sociales dans les territoires occupés palestiniens avaient fait toute leur carrière, toutes leurs études universitaires à l'extérieur du territoire. Et peu à peu, au fur et à mesure que des formations ont été installées, de 1er cycle, de 2e cycle, et maintenant, aujourd'hui, de 3e cycle, le passage par l'international s'est raréfié. Donc il y a vraiment une question de génération, où les premiers de première, 2e génération d'universitaires palestiniens passaient obligatoirement par des universités étrangères. Il est encore bien vu aujourd'hui, et une majorité de Palestiniennes et Palestiniens le font pour enseigner dans une université palestinienne, ils passent par l'étranger, mais un nombre de plus en plus grand de Palestiniennes et de Palestiniens peuvent faire leur doctorat à l'intérieur des frontières des territoires occupés. Mais le plus souvent, ce sont des programmes doctoraux qui sont en tutelle, en co-tutelle, en coopération avec une université étrangère. Donc, si vous voulez, il y a toujours une dimension internationale qui est très présente et qui a permis, donc, pour répondre plus frontalement à votre question,
Cette dépendance aux formations doctorales étrangères a toujours permis d'introduire une dynamique ou une mobilité scientifique, intellectuelle, dans un dispositif colonial israélien d'immobilisation. Donc en fait, ce qu'on pourrait concevoir comme une contrainte coloniale massive qui immobilise une communauté intellectuelle, une communauté scientifique, qui paralyse, est devenu en fait un moyen de connecter en fait les étudiantes et les étudiants palestiniens, les universités, les sciences sociales palestiniennes à des dynamiques intellectuelles et scientifiques étrangères et à insuffler de la dynamique de la mobilité intellectuelle, des innovations intellectuelles dans ce contexte d'immobilisation coloniale. Donc vous voyez comment on peut, comment en fait ce qui peut s'énoncer comme une contrainte, en fait est devenu une ressource en fait pour les sciences sociales palestiniennes et pour les nourrir en fait de débats scientifiques qui dépassent évidemment les frontières de la Palestine. Mais étudier la classe, la population qui a accès au doctorat dans des pays étrangers, surtout dans le contexte palestinien, c'est faire l'étude d'une classe sociale supérieure. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de travailler sur des dominants-dominés. Hein, c'est ce que sont souvent les universitaires en Occident, d'ailleurs. C'est très haut dans la classe sociale, mais pas au centre, pas dans le centre hégémonique. Hein, c'est vraiment Pierre Bourdieu qui décrivait très bien la condition d'universitaire, c'est-à-dire d'être à la périphérie du centre, et non pas à la périphérie générale d'une société, c'est-à-dire être un dominant-dominé. Alors ça, évidemment, ça place les chercheurs et les chercheuses palestiniennes, les universitaires palestiniennes, dans un conflit de normes, hein, dans un paradoxe qui est douloureux, hein, qui est porteur de souffrance, puisque en tant qu'universitaires, ils incarnent une élévation sociale ou une classe sociale et une dynamique sociale ascendante, alors que ce qu'ils vivent aussi en tant qu'individus palestiniens, c'est celui d'une oppression coloniale qui fait souffrir l'ensemble de leur société. Alors eux se trouvent à la fois en interface et en tampon de cette contrainte coloniale israélienne. Ils portent les espoirs d'une élévation sociale, d'une ascension sociale sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, et ils expérimentent les désespoirs et les misères d'une nation niée par la colonisation israélienne, et ils portent aussi les désespoirs et ils expérimentent les misères d'une élévation sociale sur le plan personnel qui est contrée par la situation générale qui est faite aux universitaires palestiniens du fait de la contrainte coloniale. Votre livre parle de l'état des sciences sociales en Palestine, tel qu'il s'est fait il y a peut-être moins d'une décennie. Et si je vous posais la question, quel est l'avenir des sciences sociales en Palestine lorsque vous y réfléchissez aujourd'hui? C'est un avenir qui est à l'image du devenir de la société palestinienne. C'est-à-dire un avenir qui est émietté. Mais alors l'émiettement peut se comprendre de deux manières, et dans ce cas, elles sont cumulatives, ces deux manières d'être émietté. Il y a une première manière qui correspond à une évolution normale d'un champ scientifique qui se diversifie, qui se spécialise. Hein, c'est la division sociale du travail scientifique. À mesure que le temps avance, il y a une ramification progressive des disciplines, des scissions, un développement, je dirais, émietté, qui crée de la diversité. Donc ça, c'est un développement normal que l'on observe en Palestine, mais c'est un développement qui est contrarié par une autre logique d'émiettement, qui est une logique d'émiettement colonial, où chaque ville, université palestinienne se trouve enclavée et privée des moyens de communiquer d'une manière normale, je dirais fluide, avec les voisins d'à côté, palestiniens, avec l'université d'à côté, malgré les technologies. Donc c'est ça que vivent les sciences sociales palestiniennes, elles vivent le devenir de leur propre société qui est une logique d'émiettement, où la présence d'une université dans chaque enclave coloniale, militarisée, créée par Israël, devient non plus une redondance qui était critiquée auparavant dans une logique gestionnaire d'optimisation des moyens, mais devient en fait une voie d'accès
privilégiée, en fait, ou une voie d'accès souhaitée et bienvenue pour chaque enclave, pour les jeunes de chaque enclave, d'accéder au savoir universitaire, puisqu'ils ne peuvent pas aller dans l'enclave d'à côté, dans la ville d'à côté, parce que s'ils se font prendre avec des papiers de leur ville, dans la ville d'à côté, par une patrouille israélienne, ils peuvent aller en prison et ils vont se faire renvoyer dans leur enclave d'origine. Alors voilà, ce devenir-là, mais c'est un devenir aussi, qui est un devenir colonial, mais qui a le mérite d'exister. C'est-à-dire que beaucoup de sociétés coloniales ont été privées des moyens de se dire. C'est la logique de la colonisation que de priver le colonisé des moyens de se dire. Eh bien, cette enquête, ce livre, en fait, a cette spécificité de s'intéresser à une société colonisée et à un groupe professionnel dont le métier est de dire leur propre société. Alors tout l'enjeu pour cette recherche et pour moi était un enjeu évidemment décolonial, de ne pas dire à leur place ces universitaires qui prétendaient dire quelque chose de leur société. J'ai commencé à apprendre la langue arabe en France avant d'aller enquêter en Palestine et avant mon enquête, j'ai vécu 1 an en Syrie. C'est surtout 3 ans d'enquête, 3 années d'enquête de terrain, de type anthropologique, en immersion sur le terrain de mes recherches. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça.